le stationnement, les gens sont habitués en région, en banlieue, d'avoir du stationnement gratuit, mais le stationnement est jamais gratuit, tu le payes toujours indirectement. Donc, mettons que tu vas faire l'épicerie, le stationnement est gratuit, mais c'est parce que l'épicerie a payé pour un terrain 2 fois plus grand que le bâtiment pour pouvoir avoir du stationnement. Et puis après ça, il va entretenir, il va asphalter, il va mettre la peinture, il va déneiger le stationnement. Tout ça pour que tu puisses aller faire ton épicerie gratuitement. Mais la personne qui arrive en vélo à pied, elle paye son bloc de fromage le même prix que toi, même s'il n'utilise pas le stationnement. Bienvenue aux Électrons Libres. Cette semaine, on parle à Alexandre Drouin, urbaniste chez Vivre en Ville. On parle du métier d'urbaniste. C'est quoi que ça fait un urbaniste dans nos villes? On parle aussi de Vivre en Ville. C'est qui Vivre en Ville? Ils font quoi? On genre de tout ça, puis on parle d'étalement urbain, de stationnement, de vélo. Bref, de tout ce qu'on aime en mobilité durable. Bon épisode! Alright, Alexandre Drouin, bienvenue au podcast Les Électrons Libres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Xavier, de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis super content d'être là. Oui, on fera pas de cachette à notre public aujourd'hui. Alexandre et moi, on se connaît depuis plusieurs années. On a même été colocataires ensemble. À l'époque, on était encore aux études. Ça a été des belles années. Ouais. C'est pas vraiment un hasard qu'on se parle aujourd'hui, même que ça se peut que vous voyez que notre niveau de langage est plus amical. Là. C'est simplement parce qu'on est des amis dans la vie et on se parle très, très régulièrement ces temps-ci pour plein de sujets concernant la mobilité durable, l'aménagement, tout ça. Parce qu'Alexandre, il est urbaniste. Où ça, Alex? Oui, moi, je travaille pour Vivre en Ville. Ça fait 4 ans et demi. Donc, Vivre en Ville, en fait, c'est un OBNL qui existe depuis 30 ans, qui travaille en urbanisme, en aménagement du territoire. On travaille à toutes les échelles, donc du bâtiment jusqu'à l'agglomération, en passant par la rue, le quartier. Puis la mission de Vivre en Ville, en fait, c'est d'ouvrir la voie aux transformations du territoire et des milieux de vie. Donc, c'est une approche basée sur la sobriété, sur la proximité, de renforcer les solidarités, en fait, pour soutenir l'épanouissement de toutes et tous et assurer la vitalité des collectivités et des écosystèmes. OK. Donc, une mission assez large. Moi-même, j'ai fait un petit tour parce que Vivre en Ville, ça fait quand même un bout que ça existe. J'ai fait un petit tour en savoir un peu plus sur cet organisme-là. Puis, vous faites partie d'organismes qui, aux yeux du grand public, on vous connaît peut-être un peu moins, mais vous avez un impact réel là, sur comment les gens vivent en ville et même à l'extérieur de la ville. Moi, je le sais un petit peu pour avoir discuté avec toi. Fait que bref, aujourd'hui, c'est un peu l'idée, c'est de faire la lumière sur Vivre en Ville, en connaître un peu plus sur toi, Alex, sur ton métier aussi, puis savoir comment ils ont un impact. Vous avez un impact positif sur les gens. Oui, puis tu fais bien de mentionner aussi parce que même si notre nom s'appelle Vivre en Ville, en fait, on travaille pas seulement dans les grandes villes ou avec les grandes villes. En fait, souvent, les grandes villes ont leurs propres équipes d'urbanisme, développement à l'interne, mais on va accompagner beaucoup aussi des petites villes, des villages même, pour planifier leur développement futur, pour améliorer les conditions pour l'intérêt collectif. Donc, on n'est pas cantonné seulement aux grandes zones urbaines. Ouais, non, c'est ça. Vous couvrez assez large. D'abord, c'est quoi Vivre en Ville? C'est quoi l'histoire un peu de Vivre en Ville? Puis c'est quoi le rôle de Vivre en Ville dans l'écosystème des aménagements urbains, l'écosystème de la ville, tout ça? C'est quoi que ça mange en hiver, Vivre en Ville? Ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent, quand je parle de mon métier, là, les gens, ils pensent que je travaille pour la ville ou ils savent pas trop. Mais c'est ça, Vivre en Ville, en fait, ça a été parti il y a 30 ans. C'est des gens qui étaient super motivés par le développement durable, puis avec aussi justement une nouvelle vision de l'aménagement du territoire, parce qu'auparavant, c'était beaucoup des aménagements fonctionnalistes avec orientés autour de l'automobile, l'étalement urbain. Donc là, c'était vraiment de renverser en fait ces tendances-là pour valoriser en fait l'intérêt de vivre en ville. Comment est-ce que la proximité a une valeur ajoutée à notre qualité de vie. Donc ils ont commencé comme ça, graduellement avec différentes phases
dans l'organisation. Au début, c'était beaucoup de bénévolat. Après ça, éventuellement, ils ont pu avoir une équipe payée à temps plein. Et puis, c'est ça. Donc, il y a 20 ans, il y avait à peine des salaires. Et aujourd'hui, on est une 50aine d'employés à temps plein. Donc, l'organisation a vraiment beaucoup grandi. Et notre impact aussi s'est diffusé plus concrètement partout au Québec. Donc, tu sais, souvent, on entend parler de Vivre en ville, des fois dans les médias, dans les journaux, si on suit l'actualité des sujets à propos de la ville, l'aménagement. Mais beaucoup de notre travail aussi se fait dans l'ombre, en fait, avec les municipalités. On va les accompagner, on va les mettre en relation aussi, on va faire des communautés de pratique, puis sur différents sujets. Donc, c'est pas seulement aménagement urbanisme, on touche aussi tout ce qui est les systèmes alimentaires aussi, la résilience aussi aux différents aléas climatiques. Donc, on a une équipe de communication pour être visible aussi sur les réseaux. Fait qu'on couvre quand même assez large, de la mobilité à l'habitation, en passant par toutes sortes d'autres choses. Ouais, c'est ça, vous couvrez large. Je savais même pas les systèmes alimentaires. J'ai le goût que tu nous en parles un peu plus, justement, parce que présentement, là, j'ai des discussions par rapport à ce domaine-là, plus dans le monde des affaires, mais ouais, on va aller sur ce track-là. Système alimentaire, vivre en ville. Tu me sors de ma zone de confort parce que en fait, c'est pas vraiment le sujet sur lequel je travaille le plus. Là. C'est ouais, mais juste là-dessus, mais quand même, tu sais, des fois, le monde, tu sais, quand il pense à urbanisme, alimentation, ils vont penser à agriculture urbaine, mais c'est pas tant l'agriculture urbaine que c'est vraiment tout. Comment on peut avoir une alimentation qui est locale, mais ça implique aussi beaucoup de logistique sur justement la production, mais aussi de transport, la mise en marché aussi de ces ces ressources-là qui sont produites. Donc, il y a quand même c'est beaucoup de mise en contact aussi entre les différentes étapes de la production à la transformation, à la consommation. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, ce printemps, on rentre on poursuit en fait la série sur la logistique urbaine, mais on retourne au Québec, en fait, pour parler un peu plus de comment ça marche au Québec. Fait que c'est pour ça que quand tu as parlé de système alimentaire, transport, puis tout ça, je me suis dit, il me semble que ça va faire un lien avec les prochains épisodes qui vont sortir. On parlera pas juste de ça, mais on va parler notamment aussi de ce sujet-là parce que, bon, le transport des personnes, on se déplace, mais auditeur, auditrice, ce que vous allez voir, c'est qu'on transporte aussi beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup de bouffe en ville, beaucoup de logistique. Donc, on va en parler. Mais aujourd'hui, je t'invitais aussi pour parler justement là, du transport de personnes. Je pense que Alex et moi, on est connus pour être des gens qui défendent beaucoup le cyclisme urbain, le vélo. On aime le vélo. On fait pas mal à l'année longue, les deux depuis des années. Même la course à pied pour se déplacer, me semble, à l'époque... t'allais à l'université en course à pied, me semble, des fois, le matin? C'était beaucoup le vélo, mais ce temps-ci, justement, j'alterne entre le vélo puis la course pour aller au travail parce que je trouve que j'habite un peu trop proche de mon travail pour que ça vaille la peine de faire du vélo. T'habites à combien de temps? À combien de kilomètres de ton travail? C'est un petit peu moins que 3 kilomètres. En vélo, c'est vraiment... c'est pas grand-chose. Même en hiver, j'ai à peine le temps d'avoir froid que je suis arrivé. Puis sinon, même en courant, c'est pas si long que ça, mais des fois, je fais des petits détours pour que ça vaille la peine. Pour le training, hein, le déplacement actif, c'est bon pour... Dans un horaire chargé, faut maximiser. Justement, les déplacements, c'est une bonne opportunité pour rentrer l'activité physique au quotidien. Hey, t'as-tu déjà pensé à faire quelque chose qui te rend différent, qui te rend unique par rapport à toutes les autres personnes sur cette planète Terre? Quelque chose qui fait la différence dans la vie des gens? Quelque chose pour lequel tu pourrais être fier? Abonne-toi. Abonne-toi. Si tu t'abonnes, là, écoute, tu vas faire la différence parce que tu vas faire partie du faible pourcentage d'auditeurs et d'auditrices qui veulent m'encourager. Puis ça, entre toi et moi, c'est une bonne chose. Fait que, c'est quoi faire? Abonne-toi! C'est ça, puis en plus, Alex, pour les gens qui nous écoutent, il vient il est nouveau père, il vient de devenir papa.
Donc, justement, avec un enfant, un nouveau-né, puis le travail, le boulot, etc. On peut comprendre que l'horaire est rapidement rempli, donc de trouver des moments comme ça pour bouger, ça c'est ce qui est l'idéal en fait au quotidien. Puis même en fait, je vais déménager cet été justement pour avoir un petit peu plus grand pour la famille. Mais là, je vais être un peu plus loin de mon travail, mais ça va justement me donner l'opportunité de faire du vélo, de la course, ou même je pourrais aller au travail en autobus, revenir en courant. Toutes les combinaisons vont être possibles pour euh, pour pouvoir bouger au quotidien. Là, surtout avec la venue du printemps puis de l'été, là, on est dans le printemps présentement là, qui commence, là, mais avec l'arrivée là, des journées ensoleillées et chaudes là, qu'on attend depuis quelques mois, il n'y a pas de raison de rester chez soi là, puis de prendre sa voiture. Il n'y a pas vraiment de raison là, si vous êtes à proximité, là, en dedans de 5 km là, de votre travail. Là. Vous avez l'occasion en or de vous mettre en forme, de construire le CIPAC, de Puis travailler un petit peu le planning pour même à l'été. moins de 5 kilomètres en ville, souvent, c'est même pas plus long vraiment prendre le vélo par rapport à l'automobile ou le transport en commun. C'est vraiment, moi je trouve ça que c'est gagnant-gagnant parce que en Ouais. plus, ajouter du temps à ton horaire, fais 30 minutes d'activité physique. C'est comme tu crées du temps dans ton horaire. Absolument, se créer du temps dans son horaire, c'est bien dit, Alex. Maintenant, chez Vivre en ville, pour être plus concret là, avec Vivre en ville, c'est quoi les dossiers chauds que vous attaquez en ce moment chez Vivre en ville là, qui ont un impact direct sur les gens, sur les citoyens? Oui, c'est ça. Ben, les dossiers chauds, en fait, bon, tu sais, on travaille beaucoup avec des municipalités. Ça va vraiment varier d'un endroit à l'autre, mais sinon, un peu dans le discours public, c'est sûr que en matière de mobilité, les dossiers chauds, c'est on entend tout le temps parler le troisième lien, le Mm. tramway, puis bon, le gouvernement fait toujours un peu des siennes, quasiment manipule quasiment le public avec ces dossiers-là. Mais justement, qu'est-ce que récemment aussi cet hiver, en fait, au mois de février, le gouvernement a dit qu'il retirait 100% de son financement du tramway de Gatineau. Donc, on l'oublie des fois, mais Gatineau aussi a un projet de tramway, même Ouais. plus ambitieux que le tramway de Québec. Donc, c'est 24 km plutôt que 19. OK. Donc, c'était un projet qui allait de l'avant, qui était un peu moins avancé que celui de Québec, mais qui avait un bureau de projet en place et tout. Et puis là, on a annoncé dernièrement que le gouvernement du Québec se retirait. Donc là, c'est beaucoup d'interrogations sur le futur du développement à Gatineau qui se planifiait justement autour de ce transport en commun-là. Mm. Donc c'est beaucoup d'incertitudes. Ouais, c'est ça, beaucoup d'incertitudes, effectivement. Là, on en parlait un peu avec Rémi Foisy, qui est un épisode précédent, là, qu'on discutait du tramway à Québec. Mais effectivement, là, il y avait d'autres projets de tramway aussi qui sont remis en cause, puis sont remis en cause tramway, troisième lien, blablabla. Là, c'est tout le temps la même rengaine. Ça fait des années qu'on nous en parle. Ça fait des années, malheureusement, je vais être obligé de le dire là, publiquement, là, ça fait des années qu'on manipule l'opinion publique pour gagner des votes. C'est rendu une histoire de cash, le gang. Puis c'est pas le cash pour le mettre dans nos poches, c'est du cash pour des partis politiques. Là. C'est vraiment une affaire money talk. That's all. C'est pas une histoire de dire on a pris les experts, on a amené les personnes les plus compétentes pour évaluer les projets. C'est plus ça, là. C'est plus ça. Ce travail-là a été fait en masse de fois. On sait c'est quoi qui est à faire. On veut juste jouer avec la balle puis ça renvoyer le plus longtemps possible pour jouer avec l'opinion publique. C'est vraiment ça. Donc, il faut arrêter excusez, je sors un petit peu de, de mon script, mais il faut sortir un petit peu, faut s'indigner en fait, faut le dire haut et fort, pousser fort. Pousser fort, c'est quelque chose que vous faites chez Vivre en ville. Vous n'êtes pas toujours, comment dire, politically correct, ou vous alignez pas nécessairement tout le temps avec les tendances du moment. C'est quoi la position, je prends un petit peu d'avance, mais c'est quoi la position de Vivre en ville qui est la plus controversée selon toi présentement? C'est une bonne question. Quand tu m'as envoyé la liste, là, j'ai vu ça, je suis comme c'est dur à dire parce que je suis comme un peu si je suis à l'intérieur, bon, j'appellerais pas ça une chambre d'écho, mais un peu si on peut se dire. Hein. Donc, en fait, bon, c'est quoi qui est le plus controversé par rapport à l'opinion publique? Donc, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle
Puis ils m'ont dit, en fait, que ce qui était la position la plus controversée de Vivre en ville, c'était la critique de l'étalement urbain et la promotion de la densification urbaine et le développement autour des transports collectifs. Pourquoi? Ben parce que justement, ça va en contradiction avec certaines préférences de certains citoyens qui sont attachés à un modèle plus traditionnel du développement résidentiel, de la mobilité également autour de l'automobile. Donc, parce qu'en fait, ça fait 3 générations que ce qu'on vend, c'est le rêve américain d'avoir sa propre maison, loin des autres, avec son char, puis vraiment des villes aménagées autour de l'automobile. Puis on a construit des infrastructures immenses, en fait, pour accommoder l'automobile dans nos villes, que ce soit les autoroutes, mais également des stationnements partout. Mais on se rend compte que c'est coûteux, en fait, individuellement, parce que posséder 1, 2, 3 voitures, ben ça coûte cher pour les gens à chaque année. Et collectivement aussi, entretenir toutes ces infrastructures. Tu sais, on parle des nids de poules qui ressortent au printemps, mais avec la quantité de routes qu'on a, la largeur des routes, c'est certain, et le nombre de circulations qui roulent dessus, ça peut pas faire autrement que s'abîmer, puis ça coûte cher à entretenir, puis on a un gros déficit d'entretien des infrastructures au Québec. Donc, c'est pas nécessairement un modèle qui est soutenable collectivement. Puis c'est aussi extrêmement consommateur d'espace. Donc, on pense à l'étalement urbain. Vivre en ville, la promotion du zéro artificialisation nette. Donc, de la sobriété territoriale qu'on appelle, donc de éviter en fait de s'étaler. Donc, c'est vraiment un peu un paradigme qui renverse en fait les idées d'étalement urbain. On fait juste construire toujours un peu plus loin, puis raser les forêts, puis empiéter sur les terres agricoles, etc. Et oui, les gens, ils pensent, le Québec, c'est grand, il y a de l'espace, pourquoi on fait pas juste s'étaler? Mais oui, c'est grand, mais les terres agricoles sont pas si nombreuses que ça. On en a déjà perdu beaucoup. Disons pas, les terres les plus fertiles ont été urbanisées souvent. Après, justement, si on fait juste s'éloigner les uns des autres, ben on augmente les distances à parcourir. On est de plus en plus dépendant de l'automobile. Et cette dépendance-là aussi a des enjeux de santé. Donc, en termes de sédentarité, c'est pas... On le rattrape, hein. On le rattrape, tu sais. J'en avec quelqu'un au Saguenay, genre, où que la vie au Saguenay, là, je fais une petite parenthèse, la vie au Saguenay, souvent, le rêve d'un Saguenayen, c'est de dire, OK, j'ai ma maison, puis après, j'achète un chalet. Rien contre les chalets, rien contre les Saguenayens, je vous adore, je vous aime, go love. Puis moi, mes parents, ça a été leur rêve, puis ils l'ont réalisé aussi. Ça a été ça à l'époque. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'est ça. T'achètes une maison, puis après, t'achètes un chalet, puis idéalement, t'achètes une autre maison à côté du chalet pour grossir ton terrain. Moi, mes parents, c'était plus que ça. Le problème avec ça, c'est que puis on le voit, tu sais, les gens vieillissent, puis tu te bâtis un piège pour ta retraite quand tu deviens de moins en moins autonome. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu plies bagages, parce que t'es loin des centres hospitaliers. Puis ça devient un fardeau, là, d'aller chercher tout le temps tes proches, puis tout ça, pour les ramener à 30 minutes, 1 heure des centres hospitaliers parce qu'ils ont besoin de soins ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un scénario vraiment, vraiment classique qu'on voit partout dans le monde. Moi, j'ai un ami en France, il vit la même chose avec sa grand-mère. C'est un point super intéressant. Puis c'est un des sujets, justement, qu'on aborde chez Vivre en ville. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, sur le vieillissement. Comment est-ce qu'on peut avoir un vieillissement qui est plus actif? Comment est-ce que les gens peuvent habiter dans des quartiers qui sont complets, que justement, le jour où ça devient plus difficile de conduire, ben, ils peuvent quand même accéder à des activités à pied. Il faut avoir des trottoirs qui sont bien entretenus, bien déneigés, et puis que ça soit d'avoir une communauté tissée serrée finalement pour que les personnes âgées puissent également prendre part à la société malgré un âge avancé, quand ils ont moins d'énergie justement pour entretenir un grand terrain, mais au moins d'avoir un espace, avoir des espaces publics pour rencontrer des amis, etc. Ben oui, puis tu sais, je veux dire aux gens de mon âge puis de notre âge, là, on a le même âge à peu près, Alex et moi, là, mais tu sais, aujourd'hui, on est tous dans la trentaine, puis éventuellement, on doit prendre soin de nos parents, on va avoir à prendre soin de nos parents, en tout cas, dépendamment de l'éducation que vous avez eue.
Alex et moi, je sais qu'on a une éducation que c'est pas mal ça notre rôle, éventuellement, de prendre soin de nos proches. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos parents et à vos grands-parents, c'est de favoriser leur autonomie. C'est vraiment le plus beau cadeau, c'est de leur donner accès à l'autonomie le plus longtemps possible parce que c'est l'autonomie qui fait qu'ils vont vieillir mieux, tout simplement. C'est vraiment ça, on le voit, les gens, quand tu les mets, puis moi je l'ai vu avec des proches, moi-même dans ma famille, quand tu les mets dans un centre, etc., où que leur autonomie diminue, ben, elle va pas en augmentant, là. Elle va juste en diminuant, puis c'est drastique, là. Ça peut être très, très rapide. Donc, favoriser leur autonomie, puis vous, chez Vivre en Ville, vous travaillez là-dessus, justement, à favoriser l'autonomie des gens quand ils vieillissent, avec des milieux plus adaptés, puis plus de proximité aussi, hein. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on favorise, avoir en fait, c'est des milieux qui sont adaptés pour tous. Si on pense aux enfants puis aux personnes âgées, donc soit des populations qui sont plus vulnérables, donc c'est d'avoir, si on pense à l'accessibilité universelle, mais aussi c'est plus large que ça. Mais en même temps, tout le monde s'y retrouve parce que, par exemple, si c'est aménagé pour une personne en chaise roulante, ben moi, quand j'arrive avec ma poussette, là, je vais être capable de circuler sur le trottoir également. Tout le monde y gagne, finalement, d'avoir des villes qui sont inclusives, qui sont aménagées pour tous. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, c'est pas tout le monde qui a des mauvais voisins, là. Je pense des fois, je fais du push là-dessus, là, mais tu sais, s'éloigner, à un moment donné, il y a le vivre ensemble, là. C'est pas tout le monde qui, tu sais, puis on peut se parler, puis on peut discuter avec nos voisins, on peut faire des rencontres, on peut se surprendre, s'étonner, s'émerveiller. Toutes des choses qu'on peut vivre ensemble, là. On n'est pas obligé d'aller s'encabaner. Je suis 100% d'accord avec toi parce que, tu sais, souvent, l'idée, justement, du rêve américain, la maison unifamiliale, c'est un peu comme le summum de notre société de consommation, finalement. Donc, c'est d'avoir sa maison, sa piscine, sa tondeuse, puis son chien, mais... Ma scie à chaîne. Exact, c'est ça, mais c'est vraiment de chercher, comme si le bonheur était dans la consommation, mais finalement, les gens retirent beaucoup plus de bonheur dans les relations sociales, de peut-être posséder un peu moins, mais partager plus collectivement, donc d'avoir une richesse collective, que plutôt que ça soit toi-même d'avoir une grande cour avec tout ce que tu veux dessus. Ben, si tu habites proche d'un parc municipal, là, tes enfants vont pouvoir jouer avec d'autres enfants à proximité, il va y avoir une piscine, etc. Donc, tout le fardeau va pas être sur toi de payer et d'entretenir, mais collectivement, tu peux avoir plus que qu'est-ce que tu aurais individuellement. Exactement, tu sais, on en parle tellement souvent, là, on revient de l'hiver, justement, puis moi, j'ai entendu le mot isolement social tellement, les termes isolement social tellement souvent, isolement, les gens sont plus isolés, les gens sont plus seuls, tu sais, c'est comme ça tourne en boucle. Puis d'un autre côté, les médias nous nourrissent de médias paniques, là, que j'appelle, là, des nouvelles paniques, puis là, le taux d'anxiété augmente. Puis là, on vit un peu dans ce cercle vicieux-là, où finalement, on sort pas de nous-mêmes, hein. On rencontre pas des gens, on rencontre pas nécessairement des opinions différentes, des points de vue différents. On juste du monde qui pense à autre chose, qui pense ailleurs, là, sont ailleurs, puis ils nous font découvrir autre chose, puis on voyage là-dedans, puis on amène notre esprit ailleurs, puis ça nous fait du bien, tu sais. Fait que justement, avec l'aspect collectif puis tout ça, j'aime bien ce côté-là de chez Vivre en Ville où vous mettez l'accent sur les collectivités puis au lieu de l'individualisme, hein. L'individualisme qui est comme quelque chose de super tendance, puis tu sais, si on met pas un break à ça, ben on va continuer à se sentir seul. Pas compliqué. Exact. Alex, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Là, tu travailles chez Vivre en Ville, mais c'est quoi que tu fais là-bas chez Vivre en Ville plus exactement? Ouais, bonne question. Mais moi, je suis urbaniste, donc j'ai étudié en urbanisme, également en design urbain, mais je vais parler surtout du travail d'urbaniste, justement. Tu prends ton chapeau d'urbaniste? Exact, c'est ça. Membre de l'ordre des urbanistes. Donc, en fait, c'est pendant longtemps, on a pensé que les urbanistes, leur travail, c'était émettre des permis de construction, qu'en fait, ils travaillaient pour les promoteurs immobiliers. Mais bon, il y a eu quelques dérives à ces tendances-là. On s'est rendu compte, en fait, bon, un bon urbaniste, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va pas seulement être en réaction aux demandes, mais ça va être vraiment avoir une vision, donc de planifier les transformations à venir, pas juste pour les 2-3 prochaines années, mais pour 10, 20, 30 ans.
d'avoir une vision du devenir souhaitable, en fait, d'une municipalité. Et tout ça pour le bien commun. Donc, c'est de chercher d'avoir des villes qui sont plus humaines, qui sont équitables, comme on parlait, qui favorisent la santé publique, mais qui sont également soutenables financièrement, puis tout ça dans le respect des écosystèmes, dans le respect de l'environnement. Donc, l'urbaniste, en fait, c'est un peu un généraliste à la jonction de plusieurs disciplines. Donc, il va essayer de comprendre autant certains enjeux économiques, mais aussi des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, en comprenant un peu l'histoire, que c'est pas lui c'est pas lui l'ingénieur qui construit les routes, c'est pas lui l'architecte qui fait les bâtiments, mais il va comprendre, il va avoir une vision d'ensemble pour être en mesure de prendre des décisions puis d'aller dans une direction, en fait. Donc, ça permet de faire un arbitrage, en fait, entre différents besoins qui sont en compétition. Donc, par exemple, on a une rue, l'espace est restreint. Comment est-ce qu'on l'aménage? Est-ce qu'on met des arbres? Est-ce qu'on met des trottoirs, des pistes cyclables, des voies de circulation? Combien? Est-ce qu'on met du stationnement? Donc, c'est toutes des questions que, idéalement, la rue idéale, on aurait l'espace pour tout le monde et tout, mais des fois... on aurait tout. Si on avait... Ça nous ferait des rues 60 mètres de large, puis il y aurait plus d'espace pour construire des bâtiments. Fait que là, il faut trouver le bon équilibre entre tout ça. En plus, tu sais, c'est drôle parce que les auditeurs et auditrices, hein, si vous avez quelqu'un chez qui cogner ou un coup de téléphone à faire, c'est bien chez les urbanistes, là, si tu parles de pistes cyclables, stationnement, les gens, là, tout d'un coup, là, tu viens de capter leur attention. Hein, quoi? Oui, ça, c'est vrai que c'est un sujet très chaud qui capte l'attention, surtout quand les gens se sentent un peu menacés dans l'utilisation de l'automobile, parce que je peux comprendre, c'est normal parce que la façon qu'on a construit les villes depuis les dernières décennies, ils sont construites pour que le mode de déplacement privilégié soit l'automobile. Donc, les gens associent en fait leur voiture à leur liberté parce que c'est ça qui leur permet de se déplacer au quotidien dans leurs besoins. Mais en essayant de rééquilibrer justement l'espace qui est alloué aux différents modes, c'est pas seulement en fait enlever de la place à l'automobile, enlever de la mobilité à l'automobile. En fait, on leur ajoute d'autres options de mobilité. Donc, c'est d'avoir des alternatives, en fait. Donc, si on a plus d'alternatives entre l'auto, le vélo, le covoiturage, pourquoi pas, le transport en commun, la marche, mais peut-être que pour certains déplacements, je vais prendre ma voiture parce que je vais loin à certains endroits, à certains moments de la semaine, mais peut-être je peux prendre l'autobus peut-être pour aller au travail, ou peut-être je peux marcher pour aller à l'épicerie. Ça dépend qu'est-ce qui est à proximité. Mais de construire une ville basée plus sur la proximité, en fait, c'est qu'on donne plus de liberté, puis on n'est pas contraint, en fait, de devoir payer une deuxième, une troisième voiture. Donc, c'est d'avoir vraiment la liberté de choisir selon mes besoins, les circonstances, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour mes déplacements. Fait que, donc, c'est toujours controversé à chaque fois qu'on vient donner plus d'espace au vélo sur la route. Mais en fait, c'est vraiment... c'est quand même si on parle beaucoup des pistes cyclables dernièrement, surtout avec les nouvelles pistes cyclables à Montréal, c'est seulement 2% de l'espace public qui est utilisé pour les pistes cyclables. Si on calcule la surface des pistes cyclables par rapport à la surface d'emprise publique, c'est seulement 2%. Puis c'est comme 70% pour l'automobile, donc que ce soit les voies de circulation, le stationnement. Et après ça, les trottoirs, on remet jamais ça en question, les trottoirs, là, mais ça occupe quand même une bonne partie de la ville. Il y en a, surtout à Montréal, il y en a des deux côtés de la rue. Puis après ça, il y a aussi de l'espace pour le verdissement ou quelques espaces résiduels. Mais c'est juste que c'est controversé parce que souvent, c'est sur les axes principaux qu'on vient aménager les pistes cyclables. Et puis là, l'espace est limité. C'est parce que dans les rues résidentielles, il y a tout le temps beaucoup d'espace pour les voitures. Puis ça, tout le monde, les gens y pensent pas. Là, mais quand t'arrives, puis que là, il y a un projet de réseau express vélo, puis que là, on enlève une voie de circulation, on met ça pour les vélos. Et là, ça fait réagir les gens. Mais en fait, faut un peu prendre toutes les choses en perspective. Puis il y a quand même les gens vont quand même continuer à être capables de se déplacer. Oui, parfois, ça peut être des petites contraintes, ça peut être quelques détours de circulation pour les véhicules. Mais l'idée, c'est vraiment que le réseau cyclable, ce soit pas juste pour des
pour des personnes, des jeunes adultes téméraires comme moi et toi, Xavier. Mais que ça soit vraiment pour tout le monde. Donc, c'est les standards, on appelle ça AAA, All Ages and Abilities. Donc, c'est d'avoir des pistes cyclables qui sont protégées et qui vont permettre aux personnes qui sont un peu moins à l'aise sur leur vélo de quand même prendre leur vélo pour se déplacer. Puis tout ça, ça se bâtit avec le temps, la culture cyclable. C'est pas du jour au lendemain que quand il y a une piste cyclable, elle va être remplie de monde. Mais c'est quand tu as un réseau complet qui est maillé, puis avec les années, les gens se rendent compte que finalement, pourquoi pas prendre mon vélo? Ça peut être plus simple comme ça. Pourquoi pas le vélo, hein? Ça nous fait penser au livre d'un des livres de Sten Van Ostren. Pourquoi pas le vélo? Exact. Pourquoi pas choisir un moyen alternatif? J'aime ça parce que une chose que j'ai retenue de ce que tu viens de dire, c'est la liberté de choisir. Mm-hmm. Je pense, puis ça c'est une des choses que je vois chez les gens qui nous suivent sur TikTok. Puis by the way, là, je fais une petite pub là, mais allez voir notre TikTok parce qu'on fait des TikTok qui sont un petit peu plus choc ou qu'on remet en question bien les concepts sur la mobilité. Puis on pose des questions, puis on jase en commentaire. On s'envoie pas des noms, puis on se crie pas dessus. On jase, on a des discussions réelles sur ce qui se passe, puis comment on veut que le monde change, puis comment on veut justement arrêter d'être en guerre les uns contre les autres pour se partager la route. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que les gens, ils disent ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de prendre mon char. J'ai pas le choix. C'est tout le temps, ça revient tout le temps à ça. J'ai pas le choix. Puis vous, chez Vivre en Ville, vous dites hey non, t'as le choix. Voici les options. Tu peux choisir. T'as la liberté de choisir. Mais c'est ça, c'est pas la façon que notre société est construite. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas le choix, mais c'est parce que c'est le résultat de dizaines, des décennies d'années d'aménagement. Donc justement, un des projets sur lesquels on a travaillé, c'est la localisation éco-responsable des bureaux. Mais c'est parce que si l'endroit où tu travailles, ton bureau, est genre au bout d'un parc industriel sur le bord d'autoroute, puis qu'il n'y a pas d'autobus qui se rend là, puis que c'est loin des quartiers habités, c'est normal, et que le stationnement est offert gratuitement, c'est normal que les gens choisissent d'y aller en auto. Mais c'est ça. Un emploi de bureau n'a pas besoin d'être dans un quartier industriel. Un emploi de bureau serait beaucoup mieux placé en centre-ville, là où les réseaux de transport en commun desservent directement et à proximité des quartiers habités. Donc là, les gens auraient une moins grande distance à parcourir, auraient différentes options entre la marche, le vélo, le transport en commun, la voiture, le covoiturage. Parce que justement, si les emplois sont concentrés au centre, ben peut-être que toi et ton conjoint, ta conjointe, vous travaillez dans le même centre-ville. Vous pouvez covoiturer ensemble plutôt qu'aller à deux endroits complètement dispersés dans la ville. Donc, c'est ça, c'est des alternatives. Et même les gens qui ont pas le choix de prendre leur voiture parce que ils doivent transporter le COVID d'outils ou je ne sais quoi, mais ils devraient être contents qu'il y ait d'autres options de déplacement pour les autres. Parce que plus qu'il y a de gens dans l'autobus, plus qu'il y a de gens sur les pistes cyclables, mais moins il y a de gens sur les routes. Ça permet en fait d'alléger le trafic s'il y a d'autres options qui s'offrent à eux et à leurs voisins. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, des besoins de construction, là, puis les besoins pour amener son armoire normande. Ça me fait penser à la discussion avec Stan Van Ostren. Il disait ouais, mais les gens ils arrivent tout le temps puis ils disent ouais, mais j'ai besoin d'une auto parce que quand j'ai besoin d'amener mon armoire normande, et une armoire normande c'est une affaire genre gigantesque. C'est ces grosses armoires en bois là qu'on a. Les gens, les auditeurs, auditrices, là, des fois peut-être que vous avez vu ça chez votre grand-mère, grand-père ou même chez vos parents. Là, les autres armoires là, que tu te dis ok, j'ai besoin vraiment de quelque chose de gros. Je peux pas amener ça dans les transports en commun. Mais le problème, c'est que d'un, ton armoire normande, elle rentre pas dans un char. Je te l'annonce tout de suite. Exact. Ça va prendre un transit au minimum. Puis de deux, tu fais pas ça à chaque semaine. Là. Même pas à chaque mois. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi de pas avoir... Ben, souvent, en fait, les gens qui ont pas de véhicule, quand ils vont devoir louer un véhicule, ils vont louer le pont au véhicule. Donc, s'ils ont besoin d'un communauto pour se déplacer du point A au point B, ça va être ça. Mais si le jour où ils ont besoin de déménager leur grosse armoire, ben
ils vont pas essayer de fitter ça dans leur boîte de pick-up. Finalement, ça tient à moitié. Ils C'est ça. vont louer le camion ou la remorque de la bonne dimension et vont pouvoir le déménager convenablement. Et ça coûte pas, quand tu en as besoin une fois dans l'année, ça coûte pas si Ouais. cher sur ton budget annuel de louer un cube 12 pieds pour faire un déménagement. Non, ben souvent, tu sais, tu vas jumeler d'autres affaires, là, tu sais, comme là, moi, je vais aller chercher plein de congélateurs. Wink, wink. Je fais un clin d'œil sur un des projets sur lesquels je travaille. Euh, puis, tu sais, je fais une liste, puis j'attends d'en avoir assez pour que quand je loue le truck, on va le rentabiliser, là, ce déplacement-là. On Exact. commencera pas à amener un petit congélateur dans un gros truck, là, puis avoir le reste vide. Là. On fera pas des voyages à vide, comme on dit. C'est la même chose là, pour bien les affaires. Fait que, effectivement, tu sais, de juste commencer à ouvrir un peu ses yeux sur ce qui est possible d'être fait. Puis encore là, c'est pas tu sais, je pense que oui, il y a l'environnement puis tout ça, puis je suis pas conspiratif, je suis pas adepte de la théorie de la conspiration, puis je crois que l'environnement c'est bien. Mais je fais partie aussi des gens qui se disent OK, mais c'est quoi le gros bon sens, c'est quoi qui est le plus Mhm. efficace, tu sais? Parce que je pense que l'argument de l'environnement, on l'a peut-être un petit peu trop utilisé pour par rapport au transport actif ou au transport en commun pour justifier ça. C'est pas juste ça, il y a aussi le fait que c'est juste plus efficace. C'est juste ça coûte moins cher, ça fait juste plus de sens. Tu sais, Exact. c'est pas juste une histoire d'idéologie, là, d'idéaux, là, c'est juste c'est les faits. C'est les Mhm. faits. Et puis il y a quelqu'un, c'est drôle, qui m'a. Je pense qu'il y a aussi un problème de conscientisation. Ce que vous faites chez Vivre en Ville, c'est aussi de partager la bonne nouvelle, là, on va dire ça comme ça. Mais dans le sens de publier le fait qu'il y a des options, parce que moi, parmi les gens sur TikTok que j'ai eu, il y en a un qui me disait, puis il m'a pas dit de où qu'il partait, mais je peux m'imaginer, il me dit moi, j'habite environ à 3 heures de Montréal. Montréal centre-ville. Il dit là, moi, ça me tente pas là, de commencer à gosser, à utiliser les transports en commun, puis tout ça, puis tu sais, je trouve ça compliqué, je connais pas ça. Moi, je veux arriver, parquer mon char, entrer dans le bar, prendre ma bière, sortir, partir, that's it, that's all. Là, je suis comme, hey man, t'es comme, puis tu sais, il disait ça en se plaignant que l'autre fois, ça lui a pris 20 minutes de trouver un parking autour du bar au centre-ville. Finalement, il avait besoin de payer 20$, il est retourné chez eux, puis il est pas rentré dans le bar. Là, je suis comme, OK, ouais, c'est vrai que c'est plate, mais dans un sens, il y aurait eu tellement d'autres options pour toi. Tu sais, t'aurais pu parquer ton char, je sais pas, à Montmorency, mettons, puis prendre le métro. T'aurais vécu beaucoup moins d'irritation, tu sais. Mais encore là, les gens ils pensent que c'est compliqué. Ils pensent que ça coûte cher. Ça coûte pas cher, prendre le transport Mais en commun. ça, c'est un bon point parce que là, tu dis, le gars, il a fait 3 heures de char, il a pris Ouais, 20 minutes pour tourner en rond. Finalement, ça leur a coûté 20$ un parking. ouais, Mais combien de gaz il a dépensé? Donc, le gaz, c'est juste une partie des coûts de son véhicule. Là. Si tu calcules ouais. l'usure, tout, faut que tu doubles au moins les coûts. Puis après ça, le stationnement, on s'entend que le stationnement au centre-ville, il y a une grosse densité au centre-ville. Le stationnement, c'est étagé, tout ça, ça coûte cher à construire, à entretenir. C'est de l'espace qui Ouais. vaut super cher. Le stationnement, les gens sont habitués en région, en banlieue, d'avoir du stationnement gratuit. Mais le stationnement est jamais gratuit, tu le payes toujours indirectement. Donc, mettons que tu vas faire l'épicerie, le stationnement est gratuit, mais c'est parce que l'épicerie a payé pour un terrain 2 fois plus grand que le bâtiment pour pouvoir avoir du stationnement. Et puis après ça, il va entretenir, il va asphalter, il va mettre de la peinture, il va déneiger le stationnement. Hmm. Tout ça pour que tu puisses aller faire ton épicerie gratuitement. Mais la personne qui arrive en vélo, à pied, elle paye son bloc de fromage le même prix que toi, C'est ça. même s'il n'utilise pas le stationnement. Donc, il y a toujours un coût associé au stationnement. Puis c'est un coût d'opportunité aussi, que si justement un terrain est pas construit à cause que c'est du stationnement, mais ça veut dire que c'est moins de densité. Donc les gens, tu es obligé de construire la ville un peu plus loin, plus éparpillée, parce que tu dois laisser de l'espace entre chaque bâtiment pour du stationnement. Donc les gens sont plus dépendants de l'automobile. Puis après Hmm. ça, si un terrain est pas construit, c'est juste du stationnement, mais c'est pas beaucoup de revenus de taxes foncières pour les municipalités, ça, du stationnement. Fait que Non, c'est des c'est dépenses.
c'est vraiment pas optimal comme utilisation de l'espace, c'est surtout dans les centres-villes, dans les espaces, dans les cœurs des villes et villages du Québec. Ouais. Je pense que, Et tu puis, sais, vas-y. ben, j'allais juste terminer. La personne que tu parlais voulait pas payer Mhm. 20 $ justement pour son stationnement, mais c'est juste parce que c'est dans la culture, on veut jamais payer pour le stationnement. On veut essayer de gratter des scènes ici à gauche, à droite. On comprend pas que ça a une valeur, mais Mm. en fait, ça devrait être tout à fait normal de payer. Donc, si tu es prêt à prendre ta voiture, de payer ton gaz, payer ton immatriculation, tes assurances, ben, c'est juste le petit coup de plus qui est visible, mais Mm. que les gens devraient assumer s'ils veulent justement aller au centre-ville de Montréal. Absolument. Je disais ça dans Walkable Cities, là, justement, ce matin, à ma petite lecture de chevet, là, parmi les lectures de chevet. Ouais, de Jeff Speck, Euh, c'est un bon livre. Jeff Speck, ouais, qui comparait, il disait, en Amérique, on, on oblige même aux États-Unis, là, particulièrement, on a des standards minimums sur le stationnement, Ben, mais c'est comme ça au Québec aussi. c'est ça, c'est comme ça au Québec, Dans la majorité des villes au Québec, c'est comme ça. mais on limite la densité. En Europe, c'est l'opposé, on limite les stationnements, puis on a des standards pour la densité. Donc, des minimums de densité, Des des minimums maximums de de stationnement. densité. Fait que c'est complètement l'opposé. Fait que je veux dire, on est tous sur la même planète, les gars. Je veux dire, c'est pas Les des humains besoins d'un bizarres, humain en là. Europe sont pas très différents des besoins d'un humain en Amérique, là. C'est ça, là. Je veux dire, on n'est pas là, on est sur la Fondamentalement. même planète, le gang. On est tous sur la même planète. Donc, on arrête de jouer à mouche spéciale. Moi, je suis spécial. Ouais. C'est pas le concours de la personne la plus spéciale, là. C'est juste dire qu'est-ce qui fait le plus de sens, là, sur cette planète Terre-là, pour qu'on vive tout ensemble. Ouais, c'est ça. Mais à ce sujet-là, justement, on a une communauté de pratique en mobilité durable là, chez Vivre en Ville. Puis OK? on faisait un atelier justement sur le stationnement. Puis on a fait venir un professionnel de Sherbrooke. Que eux, en fait, Sherbrooke, ils ont aboli complètement les minimums de stationnement à la grandeur de la municipalité. C'est une des premières villes au Québec Ah, qui ouais. fait ça à cette échelle-là. Ouais. Mais ça enlève beaucoup de contraintes à gérer pour la municipalité, que quand ils révisent les plans, ils regardent, OK, est-ce que tu as exactement le Hey, je 1,5 t'avais de cases? déménager à Sherbrooke. Je t'avais, Mais ça a été vraiment bien reçu par les promoteurs immobiliers parce que souvent, ah les ouais? promoteurs, ils regardent qu'est-ce qu'ils peuvent construire. Et puis souvent, c'est limité parce que si tu as besoin de faire 2 cases par logement, mais là, ton terrain, finalement, tu pensais qu'il était grand pour construire 8 logements. Il y a de la place, Ouais. finalement, juste pour 4 logements à cause que tu dois mettre du parking. Fait que c'est... Mais en même temps, un promoteur, s'il y a un terrain qui est loin du centre, il sait qu'il doit mettre peut-être au moins une case de stationnement par logement Oui, s'il veut oui. louer ses appartements. Mais s'il est au centre-ville puis que les gens ont pas besoin de voiture, ben il va peut-être en mettre 0 ou il va peut-être en mettre 2, 3 juste pour s'il y a des gens qui ont des voitures électriques qui veulent brancher. Ou il Et va il va peut-être, peut-être il va les si, louer séparément des appartements si c'est pas tous les appartements qui ont un stationnement. c'est ça, ou il va peut-être même inviter des compagnies de covoiturage à venir à faire une offre Effectivement. partenaire pour offrir un minimum de voitures Ben oui, ça peut être en une super belle option, ça aussi. copartage, en partage pour le plan immobilier ou peu importe Mhm. qui est fait. Ça, je pense de plus en plus, puis je sais que ça reste à ce concept-là doit être encore travaillé. Là. J'ai lu des études là-dessus, puis ça marche pas tout le temps là, pour différentes raisons, mais je sais que le monde, ils savent que c'est très probablement le futur. La combinaison de autopartage et immobilier, il y a de quoi à faire. Là, c'est quoi le blend, c'est quoi le bon mélange, c'est quoi la bonne recette, c'est quoi le bon dosage. Ça reste à Ouais. peaufiner, mais je pense qu'éventuellement, là, ça va être une des manières d'offrir du logement avec des perks sans tous les désavantages d'avoir sa propre voiture. C'est une alternative qui est intéressante pour diminuer les besoins de stationnement. C'est justement que tu partages les véhicules parce qu'on se rappelle, un char stationné 95% du temps, là, c'est utilisé au mieux 1 heure par jour en moyenne. Justement, si un projet immobilier, par exemple, de 100 logements, et puis que là, on veut offrir une flotte partagée, ben là, tu vas avoir quoi, 2, 3, 4, 5 véhicules partagés pour tout le monde, mais ça coûte quand même assez cher pour 100 logements, c'est quand même petit. Donc, c'était pas comme l'effet du grand nombre de genre avoir une moyenne d'utilisation qui est plus facile à absorber les pointes. Là. Donc,
c'est pour ça que souvent, c'est mieux des systèmes d'autopartage comme Communauto qui sont Ouais. offerts à l'échelle d'une ville. Que si la voiture la plus proche de chez toi est pas disponible, mais tu peux en louer une autre à 5 minutes de marche un peu plus loin. Donc, Ouais. ça permet un peu de s'assurer une meilleure répartition puis un meilleur usage aussi des autos, des véhicules, parce que d'autres personnes aussi pourraient utiliser s'il y a personne qui utilise la voiture. Et contrairement à chaque tour à condo qui aurait sa propre flotte, d'avoir une mise en commun, en fait, ça permet une meilleure optimisation. Ce qui est cool, c'est que, tu sais, avec l'autopartage, puis on va avoir un épisode très probablement cet été consacré à ça, avec une entreprise d'ici. Mm-hmm. Elle est pas encore au courant, mais je pense qu'elle va accepter. Je connais Il y en a aussi le des CEO. nouvelles qui se développent au Québec. Ouais, Donc, comme un exact. marché très intéressant qui, selon moi, est quand même genre, je pense pas que les voitures vont disparaître dans un futur proche, mais si les voitures étaient partagées de façon plus générale, plus généralisée, mais ça serait un gros gain, en fait, je pense, pour nos villes. Ça serait le début, hein. Je pense que la transition, tu sais, vers un mode auto-solo, vers une pluralité, j'utilise des grands mots, là, mais plusieurs options, un choix, la liberté de choisir, ça se fera pas du jour au lendemain. On le sait, là, qu'on sera pas à taper sa tête non plus des automobilistes, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de shame les gens ou de les faire sentir coupables, leur dire « Hey, vous êtes dans telle gang, puis nous, on est dans telle gang. On a des cyclistes pis des automobilistes. Hein, ce discours-là ambiant, c'est faux. Ouais. On vit Ça, faut pas ensemble, on est l'oublier. ensemble. Ensemble, le but, c'est pas de faire sentir coupable les gens, c'est juste de dire « Hey, on se dirige collectivement, on aimerait ça se diriger vers quelque chose qui est plus soutenable, qui fait plus de sens économiquement, écologiquement, durablement. » C'est ça qu'on voit qui s'en vient, là, qui est comme le futur, parce que le futur est déjà le présent dans d'autres pays, dans d'autres nations. Comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour que ça fasse du sens pour tout le monde puis que tout le monde puisse s'y adapter progressivement? Sinon, Alexandre, tu as un rôle quand même crucial chez Vivre en Ville. C'est quoi qui te rend le plus fier de ton propre travail chez Vivre en Ville, tu dirais? Bonne question. En fait, qu'est-ce qui me rend le plus fier de mon travail chez Vivre en Ville? Ben, je pense que c'est de voir aussi avec les années, c'est de voir les mentalités évoluer. Donc, si on pense à il y a 10 ans, les pistes cyclables unidirectionnelles protégées de la circulation. C'était quoi ça? Ça existait pas nulle part au Québec. Donc, les pistes cyclables, bon, c'était soit un réseau récréatif qu'on avait sur les anciens chemins de fer ou le long des rivières, par exemple, ou bien on avait juste de la peinture au sol, que là, t'as les chars qui passent à 60 km/h à côté de toi. Bon, ça peut faire l'affaire pour justement pour des cyclistes qui ont pas trop peur. Justement, comme je parlais tantôt des standards d'aménagement pour tous les âges. Les jeunes, les vieux se sentaient pas nécessairement à l'aise de faire du vélo dans ces conditions-là. Mais là, justement, c'est les pistes cyclables surélevées, là, donc protégées de la circulation. Si on voyait ça en Europe, que ce soit par exemple aux Pays-Bas, que là, ils ont un réseau cyclable qui est super plus développé qu'ici. Mais c'était un peu les gens étaient pas certains quand on commençait à parler de ça. Mais là, dans les dernières années, ça a commencé. On a commencé à en avoir de plus en plus. Ne pas juste mettre des petits bollards, mais vraiment mettre une séparation de béton ou plutôt que mettre les voitures plutôt qu'être coincé entre la rangée des voitures stationnées puis les voitures qui roulent, ben, d'aller inverser en fait l'ordre des choses, donner plus de place au vélo et que ça soit vraiment à l'écart de la circulation des véhicules. Et puis là, par exemple, si on travaille avec des petites municipalités dans la région de Montréal, un peu en banlieue, puis ils ont leurs boulevards qui traversent leur ville, qui veulent réaménager. Puis là, nous, on propose justement des aménagements pour eux, pour vraiment upgrader. Si on pense beaucoup au verdissement, des trottoirs, mais aussi la route verte qui passe par là, donc des aménagements cyclables qui sont conséquents. Et on propose justement des pistes cyclables protégées. Et puis, c'est bien reçu, c'est bien accepté. Les gens sont comme « Ah ben oui, ça fait du sens ». Et puis là, justement, je parlais à une urbaniste là-bas, puis elle me disait son appel d'offres pour justement la reconstruction de la rue principale.
Donc là, je trouve que c'est vraiment satisfaisant, en fait, comme travail, de dire, OK, bon, nous, ce qu'on fait chez Vivre en Ville, on essaye de diffuser les bonnes pratiques, de proposer les meilleurs standards. Hmm. Mais quand on voit que les municipalités embarquent, ils sont comme, Ouais. ben oui, nous, on veut offrir quelque chose, non seulement de beau pour notre municipalité, mais quelque chose de bien. Puis de voir que, bon, ça prend quand même beaucoup d'années avant d'y arriver. Une Ouais. ville, ça se bâtit pas en un jour, comme on dit. Mais Non. justement, avec les années, de voir des projets qu'on a commencés il y a quelques années, que là, finalement, ça va passer à la construction bientôt. Ben OK. ça, c'est satisfaisant de voir que c'est pas juste des idées en l'air, c'est pas juste des vœux pieux, mais que ça Hmm. devient des aménagements concrets et qui ont un impact positif sur la vie des gens. Ouais, ben, c'est ça, de voir le changement, de voir que ce que tu fais, en fait, ça change vraiment les choses. Tu sais, toi, je pense que tu avais travaillé sur des projets de piste cyclable, right? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Ben, Fait que, c'est comme l'exemple que je parlais, c'est un projet de piste cyclable, mais dans ouais. la majorité des mandats qu'on fait, tu sais, on va, tu sais, d'une part, comme designer urbain, on va voir c'est quoi le potentiel de consolidation de la ville, de optimiser les terrains qui sont sous-utilisés, de densification, mais aussi l'aménagement des rues, comment avoir un réseau qui est cohérent pour les piétons, pour les cyclistes, les transports en commun. Et donc, c'est vraiment de comprendre comment la ville, le quartier fonctionne et proposer les meilleurs aménagements aux endroits les plus pertinents Fait que c'est pour des que justement dessins. chaque dollar investi ait la meilleure retombée. Comment? Fait que c'est comme des dessins que tu fais, tu sais, mettons, là, Ouais, c'est ça. On va faire des OK. plans sur des cartes. Donc, on a toute une analyse cartographique. Mais après ça, on va faire des schémas, des coupes de rue là, qu'on va vraiment proposer le partage de l'espace. Par contre, nous, OK. on travaille plus en amont. Donc, on va être au début de l'idéation. Donc, on va pas faire les plans et devis OK. que des ingénieurs feraient. Donc, nous, on propose des idées. Après ça, la ville, ça, ils vont aller voir une autre firme. Ils vont faire des plans et devis qui s'inspirent de nos idées. OK. Et après, ils vont pouvoir aller en construction. J'ai une petite question crunchy pour toi. Ouais. Est-ce que des fois, ça t'arrive de voir, OK, nous, on a fait telle proposition pour tel projet, ça a été ça nos schémas, ça a été ça, ce qu'on a dessiné, ce qu'on a présenté, la ville fait all right, cool, on va voir une firme X. Puis là, tu vois les travaux, puis tu te dis, hey, c'était pas ça le plan. C'était pas ça Non, mais qu'on c'est voulait sûr qu'il y a faire. toujours, c'est jamais 100% les plans qu'on prend, mais au moins si l'idée globale est restée, si l'essence du projet est demeurée, c'est ça l'important. Ouais, Après que ça aille décaler de 1 mètre par ici, que ouais, l'angle soit un petit peu différent, ça c'est pas très grave. Euh, mais au moins de le voir réaliser puis de savoir, OK, ils ont gardé une ou deux idées, c'est déjà bon. ouais. Même s'ils n'ont pas gardé toutes les idées. Euh, mais après, ce que je te dirais, ce qui est un peu plus dommage dans le travail, c'est quand justement on travaille fort, on fait quelque chose, puis finalement l'année d'après des élections, c'est un autre conseil municipal, puis Ah, ouais. c'est mieux encore, c'est oublié, ou c'est à recommencer, il faut comme où le projet s'étire parce que là ça finit plus de Ouais. finir. Ça, c'est l'argent des contribuables, hein, qui est mis à la poubelle, là, quand ça arrive, des affaires de même, là. Ouais, effectivement des fois des fois, ça va être récupéré par l'autre administration. Puis ça, on est super content. Justement, c'est arrivé récemment avec les élections de l'automne dernier. Là, il Hmm, y a eu un changement complet c'est ça. du conseil municipal. Mais quand on est retourné présenter, même s'il y avait quelques réticences ou quelques personnes qui étaient plus sceptiques, de façon générale, ça passait quand même assez bien. Donc, ça va pouvoir continuer à aller de l'avant. Mais c'est ça, à d'autres moments, on n'entend pas de nouvelles. Ou des fois, c'est pas que c'est oublié, c'est juste pas prioritaire. Puis là, ça prend Ouais. des années. Puis après ça, ils vont pas toujours nous le dire quand ils passent à l'action. OK, Mais fait que on est des fois, toujours ça arrive content. des années plus tard, là. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on est toujours content d'avoir des nouvelles de nos projets, mais après ça, c'est plus entre nos mains. Puis, fait qu'on n'a pas toujours un suivi très Ouais. rigoureux, mais
on est content quand on peut voir des résultats plus concrets. OK. Ouais, c'est un travail hyper important là, que t'as, là. Tu sais, chez Vivre en Ville, vous conseillez une municipalité pour ce qui impacte vraiment les gens, les pistes cyclables à Montréal, des affaires de même. Où on met ça? Comment on fait cette piste-là? Tourne à droite, tourne à gauche, on revient par là. On essaie de pas mettre trop de détours, là, parce que c'est compliqué. C'est ça, mais tu sais, d'avoir tout les ça. aménagements les plus intuitifs. Puis, me semble cet hiver, non, c'était pas l'hiver, c'était-tu l'année passée, vous avez fait un Christophe Colomb. C'était quoi l'angle de rue que vous avez fait? Ouais, c'est vous qui avez fait ça? Ça fait beaucoup jaser, là, parce que c'est justement une intersection à la hollandaise, là, une intersection protégée, qui est en fait très courante à Ottawa. Donc, c'est dans les standards les plus avancés d'aménagement cyclable. Et puis, bon, oui, ça change un peu les habitudes parce que les gens, ils voient des blocs de béton au milieu de la rue, ils comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais finalement, l'hiver dernier, justement, j'ai vu des images. Le déneigement se fait super bien, puis même c'est quasiment plus intuitif en hiver parce que le chemin est vraiment tracé par la déneigeuse, fait que tout le monde comprend bien comment ça fonctionne. C'est ça, on a fait justement un petit vidéo pour un peu expliquer c'était quoi, pourquoi est-ce que c'était comme ça, pour un peu vulgariser en fait. Donc c'est un des travaux de Vivre en Ville, c'est de vulgariser aussi les différents principes d'urbanisme, d'aménagement durable du territoire. J'ai le goût de faire du push un peu cet aménagement-là parce que pas longtemps après, je passais à un podcast de camionneurs. Puis la question qu'on se posait, puis j'ai jamais vraiment eu la réponse. Je me permets de te la poser parce que j'ai toi devant moi aujourd'hui, mais ça a-tu été pensé avec en tête un camion, mettons, qui virait, ou un 18 roues qui aurait à virer, parce que, je regarde cet angle-là, puis je suis comme, il me semble que ça le fait. Je suis pas sûr que ça le fait, en tout cas, ça va être short en Simonac, Souvent, c'est calculé pour que ça passe bien juste, là. Mais il y a des logiciels qui existent, le AutoTurn, que justement, quand nous, on a dit, nous, on fait, par exemple, on propose des aménagements, mais on n'a pas nécessairement au centimètre près c'est quoi l'angle exact du camion. Mais quand les ingénieurs vont faire les plans et devis, puis c'est là aussi qu'il peut y avoir des petites variations par rapport au concept, c'est qu'ils s'assurent avec le rayon de virage, les roues arrière, comment que ça tourne par en avant. Donc, peut vraiment être bien modélisé pour s'assurer que justement le camion peut se virer puis arrache pas le poteau au premier au premier virage. Mais par contre, après ça, c'est sûr que c'est calculé pour maximiser l'espace. Donc, c'est vraiment comme si le virage est effectué selon la théorie. Des fois, il y a peut-être des camionneurs qui tournent des coins un peu plus ronds, puis que là, ça peut être compliqué, mais normalement, un camionneur, il sait comment virer ses coins, puis s'il calcule bien, puis il prend le temps, il va être capable de passer. On va voir cet été si je peux le faire, mais peut-être avec Francis Tremblay. Francis Tremblay, il a énormément d'expérience en camionnage, plus de 20 ans d'expérience en conduite de camion. Puis il est super down là, pour embarquer dans mes folies un peu. J'ai le goût qu'on aille avec un 18 roues pour qu'on le fasse le turn ensemble. On va filmer ça avec une GoPro qu'on va placer sur un angle précis pour voir si ça le fait. Pour tester, voir est-ce que ça le fait ou pas. Est-ce que c'est juste un fruit de notre tête et on se dit finalement ça le fait. Ça pourrait être intéressant de le voir puis on vous l'enverra là. On vous enverra les résultats. J'ai hâte de voir le test éprouvé du 18 roues. Mais après, c'est ça. Justement, ça me fait penser, je passe sur un autre sujet, là, mais dans nos villes, c'est souvent qu'il y a des aménagements. Oui, des fois, les citoyens peuvent être réfractaires au changement, à certains aménagements, mais des fois aussi, ça va être le service d'incendie. Parce que eux, ils ont des gros camions qui doivent passer. Puis quand on met ça plus étroit et tout, des fois, ils vont être sceptiques. Parce que c'est l'idée, en fait, d'avoir des aménagements qui sont plus étroits, c'est que si on veut que les voitures roulent moins vite, mais il faut que l'aménagement soit cohérent. Psychologiquement, quand les gens se déplacent, la chaussée est plus étroite, ils vont faire plus attention, ils vont rouler moins vite. Si leur champ visuel aussi est rétréci, ils vont plus percevoir la vitesse. Il y a différents aménagements comme ça pour apaiser la circulation. Mais par contre, des fois, les camions de pompiers, eux, ont un schéma de couverture que, OK, en 10 minutes, tu dois pouvoir couvrir tout le territoire. Donc, je me rappelle plus c'est quelle municipalité qui disait ça. Ah oui, ça, c'est la ville de Trois-Rivières, justement. On avait un intervenant
à notre communauté de pratique, puis il racontait que il voulait mettre les rues à 30 km/h plutôt que 50. Mais là, Ouais. dans le calcul du schéma de couverture des pompiers, eux, ben ça leur fait ils peuvent pas aller aussi loin s'ils sont obligés de se déplacer à 30 km/h parce que on peut Ah, pas ben oui. imposer un comportement dangereux ou illégal au chauffeur du camion de pompier. Il doit pouvoir Non. se déplacer normalement et selon son bon jugement, selon l'opportunité, il va pouvoir accélérer ou pas. Ouais. Mais là, finalement, la ville a pris la décision de justement augmenter les ressources de pompiers. Donc, je sais pas si c'est une nouvelle caserne ou des nouveaux employés ou autre OK. pour compenser en fait la perte de couverture avec le 30 km/h. Donc, ça, ils ont réussi à les mettre dans leur équipe que finalement montent. C'est gagnant-gagnant. Bon, oui, il y a certains coûts associés à ça. Mais c'est que l'objectif commun, en fait, des pompiers, c'est quoi? C'est la sécurité du public. Ouais. Ils imposent des aménagements de rue qui favorisent la vitesse, mais indirectement, en fait, on met en danger les citoyens. Donc, c'est un peu ce paradoxe-là que Ouais. dans l'aménagement des rues, ben, oui, il faut penser aux pompiers, mais il faut penser aussi aux piétons, aux personnes vulnérables qui sont exposés à la circulation automobile. Et peut-être que dans certaines, on le voit ailleurs, dans les villes Mmh. européennes, les camions de pompiers, mais sont pas aussi gros. Puis ton camion de pompier, il a pas toujours besoin d'être aussi gros. Donc ça existe des camions qui sont un peu plus compacts, plus Mmh. petits, qui sont capables de se faufiler plus facilement et qui font tout aussi bien le travail. C'est le futur bigger, non. Smaller is stronger. Smaller and stronger, excusez-moi. Peut-être plus agile. Être plus agile. Écoute, j'ai encore un tas de questions pour toi. Il va falloir qu'on te réinvite au podcast sur les aménagements. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Ben ouais, ça passe vite, là. On est rendu à la question TikTok, question du public. C'est une question qui revient assez souvent. Je te la pose. C'est la question mystère aussi pour nos invités. Le vélo d'hiver, y a-tu du monde qui font ça à Montréal? Bonne question, le vélo d'hiver. Ben, moi, j'en suis un cycliste Ouais. d'hiver. Mais assez pour justifier les pistes cyclables et tout ça, là. ben oui, c'est ça. Ben, effectivement, c'est vrai. Ben, si on pose la question autrement, c'est quoi le mode de transport qui gagne le plus en popularité au Québec? Je pense que le vélo d'hiver, il se classe pas pire avec le vélo électrique, là. Ah ouais? Parce que ben, c'est en grande augmentation, ben, surtout à Montréal, parce que de plus en plus, les pistes cyclables sont déneigées. Donc, c'est bon, peut-être avec la nouvelle administration, ça va peut-être se développer un peu moins vite. Mais le réseau cyclable a beaucoup augmenté dans les dernières années. Et il y a le pourcentage aussi de rétention des cyclistes l'hiver a beaucoup augmenté. J'ai sorti quelques chiffres là, Ouais. euh, donc, à Montréal, pour le vélo, bon, si on pense à la ville de Montréal au complet, trajet domicile-travail, c'est 3,4% de cyclistes, OK. des déplacements qui sont faits à vélo dans la ville de Montréal. Mais la ville de Montréal, c'est presque l'île au complet. Donc, ça paraît vraiment pas tant que ça. Mais si tu vas dans d'autres quartiers, en fait, dans les quartiers centraux, si on Ouais. considère juste les quartiers centraux, donc on pense à Hochelaga, Villeray, Rosemont, Plateau, Verdun. En 2018, on avait 7% de déplacements qui étaient en vélo. Et OK. 5 ans plus tard, en 2023, on était rendu à 15%. Donc, 15%, c'est beaucoup, là. ça l'a doublé. La part du vélo a doublé en seulement 5 ans. Et puis là, ça fait déjà 3 ans de ça. Où est-ce qu'on s'en vient pour 2026? La croissance est vraiment soutenue. Donc ça, c'est la croissance pour le vélo de façon générale. Si on pense au vélo d'hiver, donc Ouais. en 2016, il y avait 8,4% des cyclistes qui continuaient à rouler l'hiver. Et OK. en 2020, 4 ans plus tard, 13,6%. Donc, c'est comme une personne sur 6 à peu près, une personne sur Des 7, cyclistes d'été. Ouais. Des des cyclistes cyclistes d'été, d'été mettons. qui continuent en hiver. OK. Mais il faut aussi se rappeler que souvent, les cyclistes l'hiver vont adapter leur itinéraire pour utiliser justement les pistes cyclables qui sont déneigées. Donc, si on Ouais. fait le calcul sur une piste cyclable déneigée, comme les réseaux express vélo sur Saint-Denis, là, j'ai pas les chiffres rapidement avec moi, mais le taux de rétention est encore plus élevé. Donc, il va y avoir plus de 15% en fait des cyclistes qui continuent à circuler sur Ouais. ces axes-là l'hiver.
OK. Mais tout ça s'additionne en fait avec le vélo qui est en croissance de façon générale. Fait que si on a un pourcentage de cyclistes qu'on conserve, mais que la banque de vélos d'été augmente, ben on augmente aussi le nombre de personnes qui font du vélo l'hiver. Et une autre façon aussi de regarder les chiffres sur l'utilisation du vélo à Montréal, c'est de regarder Bixi. Donc, il faut se rappeler, Bixi, c'est du vélo partage, un vélo en libre service. Au début, ça a commencé il y a 15 ans. Les gens pensaient, est-ce que justement les gens, ça va juste être des gens qui avaient des vélos qui vont se mettre à prendre Bixi à la place? Mais non, en fait, c'est prouvé selon les recherches. Quand tu offres un service de vélo partage, ben, tu contribues à la culture cycliste et chaque nouveau vélo partage que tu ajoutes, ben, c'est un nouveau vélo c'est des nouveaux de utilisateurs. plus sur la route aussi. Donc, on n'enlève pas les autres vélos standards, les vélos personnels. On fait juste ajouter plus d'utilisation du vélo de façon générale parce que ça devient un moyen de transport pour tout le monde. Des gens qui n'auraient pas pensé prendre le vélo le prennent. Les gens peuvent le combiner à d'autres transports. Donc, si le matin, ils prennent le transport en commun, le soir, ils peuvent retourner en vélo. Ça peut permettre aux piétons d'aller plus loin en prenant un vélo ou de se rendre justement à la station de métro avec un Pixi. Ou bien, justement, quelqu'un qui normalement aurait pris un taxi peut prendre le vélo ou plutôt que prendre sa voiture, peut prendre le vélo. Justement, l'utilisation de Bixi à Montréal, donc de 2021 à 2025, le nombre de stations, le nombre d'utilisateurs de Bixi est passé de 250 000 à 700 000, donc ça l'a presque triplé. Donc le nombre de stations est passé de 750 à 1100 stations. Donc on a augmenté un certain pourcentage, mais l'augmentation des utilisateurs... Attends, 250 000 à 700 000, t'as dit? Ouais, ça c'est le nombre de personnes qui utilisent Bixi dans les différents... Je regarde mes notes. Et donc, c'est pas le nombre de déplacements, mais c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, il y en a que c'est des abonnés, il y en a que c'est des usagers uniques. OK, 250 000 à 700 000, c'est énorme. En un an? Ouais, annuellement. Annuellement? Entre 2021 et 2025. Ça, c'est le monde sur Bixi, là. On parle pas de tous les autres cyclistes, c'est énorme. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est vraiment une grosse... On va les mettre les chiffres dans l'épisode. Ouais. Puis, en fait, j'ai sorti aussi d'autres chiffres. Si on veut calculer le nombre de passages, en 2021, on avait 5,8 millions de passages Bixi, de trajets effectués par des Bixi. Mais en 2025, on a 14,5 millions. Donc, de passages, OK. D'utilisation Bixi. Donc, ça l'a presque triplé en 4 ans seulement. Donc, le vélo partage est vraiment en croissance soutenue. Donc, puis Bixi, c'est pas seulement à Montréal, c'est rendu dans tous les arrondissements montréalais, mais également dans les villes des banlieues autour et maintenant même à Sherbrooke. Puis à Québec, il y a le système à vélo également, une flotte 100% électrique. Ça aussi, si on regarde les chiffres, entre 2021 et 2025, la croissance a été vraiment fulgurante. Donc c'est ça, on est à comme 2 millions de déplacements. À Québec. À Québec. En 2025, presque. Puis le réseau, il est pas étalé partout, là. Je sais, j'ai habité à Québec toi aussi, là, mais... Ouais, et puis eux, ils ont un plan de développement, justement, pour les 3 prochaines années. 2 ans. Pour aller chercher des nouveaux quartiers à chaque année. Donc, c'est comme une augmentation exponentielle. Donc, plus que tu as de stations, plus que tu as de vélos, plus que tu as d'usagers qui vont l'utiliser, plus que tu as de quartiers couverts, plus que les gens ont des destinations différentes qu'ils peuvent utiliser pour leur vélo. Donc, on vient augmenter, en fait, l'utilisation de ce moyen de transport-là. Énorme. Écoute, merci Alex. Je te laisse pas partir sans te poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi pour toi, c'est quoi ton mode de transport préféré, en fait? Ouais, mais moi, c'est le vélo. Donc, c'est le sujet sur lequel on a discuté aujourd'hui. Mais en fait, si je parle un peu plus de moi, tu sais, il y en a beaucoup qui vont associer, OK, permis de conduire, la voiture, la liberté, là, mais en fait, moi, quand j'étais adolescent, que je me suis rendu compte qu'avec mon vélo, mais je pouvais pas aller juste au coin de la rue, je pouvais traverser la ville au complet. Donc, pour moi, ça a été un sentiment de liberté à 16 ans quand je me suis rendu compte que avec mon vélo, je pouvais aller partout.
Et puis, pour mes déplacements au quotidien, j'ai jamais eu besoin d'utiliser la voiture parce que le vélo me permettait toujours d'accéder à mes différentes destinations. C'est souvent, c'est très économique. J'ai pas investi beaucoup d'argent dans le vélo par rapport à si j'avais eu une voiture. Ouais. Mais il faut quand même être bien équipé justement pour l'hiver. Il faut quand même adapter son vélo, des pneus à clous, des garde-boue, des vêtements, mais c'est quand même très accessible. Mais après ça, c'est très efficace. Et aussi, justement, pour se garder en forme, ça permet de bouger un peu. Donc, c'est super pratique aussi pour ça. Donc, c'est la façon que je trouve la plus pratique de me déplacer pour couvrir des distances de quelques kilomètres en ville. Mais même pour des distances un peu plus grandes ou pour le plaisir, en fait, pour voyager l'été, faire du vélo camping, c'est vraiment agréable. Et en fait, je t'ai pas répondu la bonne réponse. C'est pas le vélo, mon moyen de transport préféré, c'est le vélo tandem. Parce que justement, ça a été un cadeau de mariage pour moi et mon épouse, mais justement, dans les dernières années, on l'a utilisé vraiment beaucoup, se déplacer à Montréal. C'est vraiment pratique. C'est le fun parce qu'on peut avoir une conversation aussi, vu qu'on est un derrière l'autre. Vous êtes pas mal collés. Ouais, exact. Fait que c'est super agréable de se déplacer en vélo tandem. Puis on a même pu faire du vélo camping jusqu'à New York l'été dernier. Ouais. C'est une super belle façon de se déplacer librement. Vraiment, vraiment. Écoute, Alexandre Drouin, merci beaucoup d'avoir été de passage aux Électrons Libres. Ça va être certainement pas la dernière fois. Où qu'on peut te rejoindre, si on veut en savoir plus sur Alexandre Drouin, puis aussi ta page Vivre en ville. Pas Vivre en ville, ta page La ville sur toutes ses formes, excuse-moi. Ouais, effectivement, il y a différentes façons de me rejoindre. Si vous voulez voir un peu personnellement, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc Alexandre Drouin. Je travaille pour Vivre en ville. Vous pouvez aller voir également la page de Vivre en ville et le site web aussi. Puis on a également une plateforme qui s'appelle Carrefour où on a toutes nos ressources, les recherches, les publications qu'on fait. Vous pouvez aller vous informer sur Carrefour. On a même des cartes interactives sur des aménagements de rues, sur des quartiers durables. Et puis, sinon aussi de façon personnelle, j'ai aussi un petit blog. Vous pouvez trouver sur Facebook et LinkedIn. Ça s'appelle La ville sous toutes ses formes. Donc, différentes façons de voir un peu le travail que je fais, la profession d'urbanisme et de designer urbain. Qu'est-ce que ça fait? Et puis voilà, de voir comment est-ce qu'on construit petit à petit les villes de demain. Merci encore, Alex, pour ton passage. À la prochaine. Merci à toi, Xavier. Puis au plaisir d'écouter tes autres épisodes des Électrons Libres. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez en savoir plus sur Alexandre Drouin et Vivre en ville, je vous invite tout simplement à aller sur LinkedIn, taper Vivre en ville. Vivre en ville aussi, il y a un beau site web avec plein d'articles fascinants sur la mobilité durable, sur l'étalement urbain, sur bref, plein de sujets qu'on a discuté avec Alexandre. Sinon, si vous voulez voir la bête d'Alexandre Drouin, allez sur LinkedIn aussi, vous allez pouvoir le trouver, urbaniste, un homme très professionnel, un ami personnel à moi. Bref, ça a été un plaisir, Alex, de te recevoir cette fois-ci à mon podcast Les Électrons Libres. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter et de vous déplacer librement. À la prochaine!